constater que le véritable problème aujourd'hui, c'est que les gens ont pensé que la jeunesse est un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique. Moi, j'ai vu des murs épars avec des jeunes. Et je crois que je suis très sceptique. Moi, j'estime qu'un pays comme le Cameroun doit avoir un président comme le président Paul Biya. C'est une sommité. C'est une icône. Et c'est quelqu'un qui a eu des acquis. C'est le président le plus expérimenté au monde. Au regard, n'est-ce pas, de sa stature, au regard de la longévité qu'il a fait au pouvoir. Moi, je dis, je ne voudrais pas qu'il y ait des gâchis. Qu'il y ait des gâchis parce qu'aujourd'hui, certains pays regrettent leurs anciens. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup pleurent au fouet. En Libye, beaucoup pleurent Kadhafi. Et nous n'allons pas faire ce gâchis aujourd'hui dans un monde où il y a des têtes fortes, comme aux États-Unis, comme en Russie, et qu'on puisse aujourd'hui dire que le président Paul Biya doit passer la main. Je crois que, et je l'ai toujours dit, je reste cohérent. Nous devons avoir un pilier où les gens viennent se ressourcer, où les gens viennent s'abreuver pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir cette transmission dont il parlait. Je crois qu'on n'a pas suffisamment exploité le président Paul Biya. Vous savez, il m'a fait, le président m'a fait quelque chose tout à l'heure, j'ai voulu le saluer, il m'a tendu le bâton de chefferie. Hein? Bon, c'est une sorte de sacralité. Aujourd'hui, il estime qu'avec ce pouvoir, avec cette sagesse, il ne peut rien apporter, mais c'est faux. Parce que moi, je le trouve plus mûri quand il parle, plus intelligent, plus cohérent qu'avant. Parce que je le suivais bien avant. Pour dire quoi? Pour dire que moi, je suis pour les anciens, parce que moi, j'ai vécu avec les anciens. Et 1 seconde, 30 secondes, 1 heure, 2 heures que j'ai fait avec les anciens, j'ai beaucoup appris. Donc, cette spectacularisation, cette théâtralisation qu'on voudrait faire, il faudrait qu'on fasse attention. La fonction présidentielle est une fonction sacrée. Et je crois que même dans les pays développés qu'on prend pour exemple, il y a quand même un parcours minimal qu'il faille exiger pour que quelqu'un soit président. Et je voudrais conclure en disant que nous, au RDPC, nous avons fait des multiples appels pour que le président Paul Biya soit représenté parce que nous connaissons les enjeux. Et nous savons que c'est la seule personnalité aujourd'hui qui fédère, qui rassemble et qui fait l'unanimité sur un certain nombre de points. Et qui a préservé certains nombres d'acquis, comme la paix. C'est vrai qu'il y a le pays à Tanguay. Naturellement. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord que les Camerounais sont épris de paix. Mais c'est sur l'impulsion, n'est-ce pas, d'un homme de paix. Parce que moi, j'estime que si on avait un président dont vous voulez qu'il soit volubile, la parlotte, et qu'il dise tout sur tout, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas le président. Je ne sais pas comment, peut-être c'est pour ça qu'à mon jeune âge, je porte les lunettes. Le président n'a jamais été exubérant. Il n'a jamais été exhibitionniste. Il n'a jamais été volubile. Il a toujours été discret. Et cette discrétion aujourd'hui devient une science. Parce qu'avec cette discrétion, les gens vont dans tous les sens et à un certain moment, il vient, il dit le mot, il donne le mot et ça donne toute sa sacralité. Et pourquoi pourquoi la candidature de Léon Télé-Onana n'a-t-elle pas été retenue? Je précise que, contrairement à ce que j'avais dit précédemment, le RDPC n'a pas investi Léon Télé-Onana. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait un distinguo entre l'investiture et la candidature. Absolument. Parce que quand vous êtes investi par un parti politique, il y a tout un mécanisme interne. Bon, mais sauf que l'on vous dira que l'Omanidem n'a pas investi Yebga Dieudonné. Mais il a eu une investiture. Il y a deux. Au niveau de, excusez-moi. Il a eu la lettre d'investiture. Le Yebga qui a été investi, pour avoir suivi un peu de cette question-là, le Yebga a fait réunir un directoire du Manidem le vendredi, avant d'aller avec sa candidature. Je ne sais, est-ce le même directoire que celui des Cananicés? Je ne peux pas le dire. Bon, vous, mais, ça devrait vous arranger, oui, vous particulièrement, parce que Maurice Kamto n'a pas été retenu. Moi, qu'est-ce que ça m'apporte qu'il soit ou non retenu? Rien du tout. Okay. Ça ne m'apporte rien qu'il soit ou non retenu. Si quelqu'un, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Si un type n'est pas retenu comme candidat, pourquoi est-ce que ça m'arrange? Ça n'enlève ni Y ni X à mon existence. S'il est retenu, ça ne changera pas du tout que je suis le professeur des universités que je suis. Oui, bien sûr, mais le professeur des universités miroir de la société qui doit dénoncer des injustices. Si ça avait été une injustice, je n'affirmerais rien. Écoutez, je dis jusque-là que si il se trouve que M. Kamto, par exemple, a été éliminé pour des raisons n'ayant rien à voir avec les conditions
définis par la loi, il faut rapidement le réhabiliter. Mais s'il est tombé sous la trappe des conditions définies par la loi, et les CAM devraient agir sans état d'âme. D'accord, docteur Pienka, à vous la parole. Alors, nous avons cette multiplication, cette inflation de candidatures, 83 au total. Et vous avez vu le profil des personnes qui sont venues nuitamment déposer leur candidature. Là, on a rigolé pour ceux qui étaient là. Alors, vous avez le rejet de la candidature de Maurice Kamto, vous avez le PAL et d'autres partis politiques. Pour le RDPC, c'était évident que Paul Biya verrait sa candidature passer, c'est ça? Vous savez, vous posez plusieurs questions à la fois et ça nous permet plus ou moins d'aborder par l'angle qui est plus favorable à nous. Les téléspectateurs doivent un peu aussi m'excuser parce que peut-être ils peuvent constater que je ricro lorsque mon ami me capare. Oui, c'est pourquoi. Oui. C'est mon premier plateau de télévision avec Meka. Et chaque fois que j'ai l'occasion de le voir, je ris toujours. Et là, c'est plus contagieux. J'ai fini toute ma bouteille. Mais pourquoi en réalité, il a un style qui est propre à la propagande, qui est propre au militantisme. Lorsque je l'ai dit, je reprécise les postures. Monsieur Dieudonné Somba, c'est pour désormais édifier les téléspectateurs, afin que les transitions comme celle de Mekano ne soient pas contagieuses à ce que nous allons dire, parce que nous connaissons bien l'opinion. Et là-dessus, vous parlez par exemple des candidatures. Sur le plan juridique, généralement, c'est la politique qui suit le droit. Mais là, on est obligé de parler d'abord du droit parce que c'est un ensemble d'encadrements pour y arriver. Rien n'interdit à un Camerounais de se pointer dans un bureau ELECAM et présenter sa candidature. Rien ne l'interdit. Oui, il y a des critères. Oui, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Le premier critère, c'est le critère de l'âge, 35 ans. Le reste, c'est dans la paperasse. C'est pourquoi les deux jeunes qui sont partis, 26 et 31 ans, on n'aurait pas dû prendre leur candidature. Et pour moi, on devait même les arrêter pour avoir voulu véritablement violer une loi qui est connue de tous. Et tout, on ne l'a pas fait. Maintenant, vous revenez sur des questions peut-être ayant créé à la banalisation ou bien à la désacralisation de la fonction présidentielle. Moi, je vais le dire de manière ferme. Que les Camerounais se préparent, que M. Paul Biya est le dernier tout-puissant président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun, depuis qu'il est créé, il a connu deux hommes forts. L'homme fort, c'était Ahidjo. 1960-1982. À l'intérieur, il a accouché une créature, son fils aîné politique, qui est M. Biya, qui a fait 20 ans auprès de lui et qui a étudié comment être fort quand j'ai un pays. Et il a été plus fort même que son créateur en faisant 43 ans aujourd'hui. Les lois du Cameroun, aujourd'hui, là, la satisfaction des besoins essentiels aujourd'hui ne passe plus par le président de la République. En autre sens. Ça passe pas... Ne devrait plus passer ou ne non, passe plus ça ne dans, passe dans les plus. J'utilise ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif en matière de satisfaction des intérêts locaux ou bien existentiels, c'est le document sur la décentralisation. Je le rappelle toujours parce que 2019, on a parlé de tripartite. Moi, je n'étais pas né, donc j'étais né, mais je ne connaissais pas véritablement. On a lu, donc chacun peut avoir une paternité. Mais je dis, les Camerounais aujourd'hui ont tous vu le grand dialogue national. Du grand dialogue est né ce que moi j'appelle le nouveau contrat social. Le contrat social, c'est les 501 articles du Code général de la décentralisation. C'est cela qu'il faut vulgariser. Si on vulgarise là-bas, le président de la République va rester peut-être le premier parmi les Camerounais sur des questions stratégiques
défense, relations extérieures, nomination des membres du gouvernement. Mais dans la pratique, il aura moins de ce qu'on observe aujourd'hui. Parce que vous avez l'impression que le pouvoir est concentré autour des Selma dans les Selma du président de la République. Non, il a même lâché ça. Il a lâché, excusez-moi de le dire. Vous savez, moi j'ai proposé la chaire sur Paul Biya. Je le redis, il faut étudier cette séquence-là pour l'avenir. L'avenir, là, transmet, dont parlait M. Bédigui, on transmet de père en fils, mais on transmet aussi les idées, les leçons, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques qui existent dans ce gouvernement. Il est possible de les élaguer et de dire plus jamais ça. Je suis ferme là-dessus, ça c'est ma conviction. En tant que chercheur, je vais le défendre peut-être jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai l'avantage de ne jamais me dédier. Parce que s'il faut qualifier les pratiques sous Paul Biya, elles sont mauvaises ou bonnes? Non, les pratiques sous Paul Biya, des gens disent par exemple qu'il y a une photocratie. Il faut expliquer aux Camerounais qui était Paul Biya. Paul Biya, en 82, c'est le chouchou des Camerounais. Tous les papas qui sont devant, moi je suis plus jeune sur ce plateau. Vous tous qui êtes mes aînés, vous saviez que vous avez suivi Paul Biya. Paul Biya, en 83, augmentait les salaires des fonctionnaires. Paul Biya fait un ensemble de choses. Il trouve un pays dangereusement endetté. Ce qu'on ne dit jamais aux Camerounais, parce que le FMI est au Cameroun dès 1979. Le Cameroun est un pays corrompu à cette période. 80, Aïdjodi, rigueur et moralisation. Biya vient récupérer et il sort son livre. Vous savez, moi, mon premier livre que mon père m'a offert quand j'entends fac, c'est pour le libéralisme communautaire. Lorsque vous lisez ce livre, il a séduit tous nos papas, tous nos mamans. Ils sont tombés dedans, comme on dit vulgairement au quartier, ignorant qu'il y avait une matrice après les idées. Donc on se retrouve donc dans un pays aujourd'hui, dès 1984, où, et peut-être d'autres vont me contredire, on est dans un régime semi-militaire ou un régime militaire indirect, où le coup d'État a mis quelqu'un dans le bunker. Et depuis, dès lors, la bunkérisation du pouvoir est devenue ce que vous appelez aujourd'hui la photocratie. Les réseaux sociaux ne doivent pas tromper les gens. Vous pensez que ça part de cette tentative de coup d'État? C'est-à-dire, si on élarge le passé pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, on a un problème. Lorsqu'on parle aujourd'hui de 92 ans, et là, la tripartite, on en parlait ici. L'une des conditions de la tripartite, c'était un mandat de 7 ans renouvelable, de 5 ans renouvelable, une fois. En 2008, nos aînés, nos papas, et là vous me permettez de citer au moins un enseignant qui est cher pour moi, qui a pris le courage dès 2008, le professeur Alain Fouguet, d'écrire contre la modification de la Constitution de 2008. On a vu ce qu'on vit aujourd'hui, monsieur Boni-Philippe, il faut dire ça à nos jeunes. Ce que nous vivons aujourd'hui, en 2025, remonte à 2008. Si on n'avait pas modifié la Constitution en 2008, M. Paul Biya serait parti en 2011 et on serait au meilleur des cas aujourd'hui en train de chercher le 4e président du Cameroun. 13, c'est 1 plus 4. Ça fait 1 plus 3, ça fait 4. On serait en train de chercher le 4e président du Cameroun aujourd'hui. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'on est dans une société où certaines personnes se sont constituées en constructeurs du débat public et qui ramènent donc finalement l'homme le plus puissant du Cameroun, au sens pas de puissance en termes de représentativité. On a ramené le président de la République. Regardons ce septennat. Le septennat, moi je vais vous dire, sous Covid, il y avait des jours où je me demandais si demain va arriver. Avec un ensemble d'experts qui nous disaient que l'oreille du président avait disparu sur telle photo, sur telle. On a vécu ça. Ça, ce sont des éléments très graves, gravissimes même à un moment donné, où on se pose la question d'où vient cette intelligence. Bon, et donc pour sortir, le fait que son nom se retrouve dans la liste des 13 candidats, pour vous, est une surprise, bonne ou mauvaise chose? Je répète, on n'a même pas à se poser bonne ou mauvaise. Pourquoi? Au regard du fait que la Constitution est modifiée et permet un mandat éternel, le président en exercice est une politique publique. C'est pourquoi ce que le SGPR a essayé de faire cette année en réunissant autour de lui des élites peut
avoir un sens. Est-ce que le camp présidentiel, est-ce que c'est Biya qui dirige seul? Non. Monsieur Biya a un camp présidentiel constitué de la plupart des élites. Même dans le vol, il y a les élites. Donc la plupart des élites ressortissant de la plupart de nos grandes familles qui gèrent avec lui. Et dans ce qu'on appelle généralement le découpage du gâteau national, on redistribue à chacun. Et c'est les plus futés qui réussissent à ne pas aller là-bas. D'accord. Tu me as dit qu'il y a l'unanimité sur le candidat de son parti. Non, il peut y avoir d'unanimité là-dessus. C'est vrai que ma seule petite voix ne compte pas, mais au moins moi je ne suis pas d'accord. Donc ça fait qu'il n'y a pas, on ne peut pas penser à l'unanimité. L'idée du jeunisme ou même du fait du vieillissement des gens, de mon point de vue, il faut qu'on soit en accord avec la structure démographique de la société camerounaise. Quand vous regardez la structure démographique de la société camerounaise aujourd'hui, c'est 2/3 de jeunes. C'est-à-dire des gens âgés entre 15 et 35 ans. C'est 2/3. Comment est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui n'a pas connu les réseaux sociaux, quelqu'un qui ne connaît pas les problèmes des jeunes, qui vit loin là-bas et qui a plus de 60 ans, puisse arriver à diriger un pays dont la majorité des gens, c'est moins de 35 ans? De mon point de vue, c'est inimaginable. Le problème n'est pas un problème de jeunes. Mais il a des relais. Écoutez, le problème n'est pas un problème de jeunes. Il a des relais des experts qui s'occupent de certaines questions. Je vais vous donner un exemple qui me fait dire ça. J'étais tout jeune à l'époque. Le monsieur Biya qui devient président en 82. En 82, j'ai 9 ans. Le monsieur Biya qui devient chef d'État à cette période-là. Il est arrivé, moi, comme jeune enfant qui vivait à Mobile Madagascar, parce qu'étant né là et ayant grandi, là où mes parents ont construit des maisons de ce côté-là. Il m'est arrivé de rencontrer à plus d'une fois le jeune enfant que j'étais, M. Biya, soit dans une voiture banalisée qui se baladait dans la ville pour voir un peu comment ça se déroulait. Vous ne pouvez pas dire que vous pilotez une société de manière automatique à distance. Mais, excusez-moi. Mais Claude Abbé, vous êtes de la société civile, vous êtes des hommes politiques, mais mettez des conditions en place pour débarrasser le Cameroun de Biya si vous voulez qu'il parte. Ce sont ces conditions-là. Mais on a l'impression que le problème, c'est vous, société civile, c'est vous les hommes politiques. Non. Qui restez dans des simples... Le jeu est verrouillé. Vous-même, vous posiez la question ici tout à l'heure. Je ne reviendrai pas là-dessus de la manière dont on a géré les choses à Elekan. Vous allez vous rendre compte que le jeu est véritablement verrouillé. Vous parliez tout à l'heure de l'opposition. Quand vous regardez l'opposition camerounaise aujourd'hui, on peut dire qu'en réalité, chacun dans l'opposition rêve d'être le parti unique de l'opposition. Je m'explique lorsque je le dis. Vous êtes en train de demander est-ce que ce que M. Bédigui propose est de l'ordre du faisable. C'est sûrement avec d'autres Camerounais, pas avec les dirigeants actuels des partis qui ont été retenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a si bien fait le diagnostic. Chacun est porteur d'un messianisme. Tout le monde estime que ce n'est que moi qui peux résoudre les problèmes du Cameroun. Je voulais vous dire ça. Si ils étaient habités par l'idée d'aller ensemble, et je peux le dire avec certitude aujourd'hui que les gens qui disent être les seuls propriétaires du changement ne travaillent même pas pour le changement. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu l'élimination d'un certain nombre de candidats hier. Il eût été pertinent si jamais ces gens-là étaient sérieux et qu'ils voulaient vraiment le changement, de dire non, nous on ne part pas au Conseil constitutionnel. De voir là au milieu, ils ont 2 jours. Ce qu'ils travaillent depuis hier à 13h jusqu'à aujourd'hui à sortir un candidat unique. Éliminé ou pas. Non mais alors... excusez-moi. Si on est frappé de justice, vous le dites aussi facilement comme ça. En réalité, si on travaille pour le changement, et qu'on a constaté qu'on peut négocier avec des gens
pour porter les idées et l'offre politique qui est la sienne. On travaille, ça ne demande pas 24 heures pour avoir un programme minimum commun sur lequel on s'entend. Mais vous voyez que chacun certains abandonnent même les partis qu'ils ont sinistrés en refusant d'aller aux élections. Ils les abandonnent en disant on ne suis même plus au courant de ce qui se joue là-bas. Et vous vous rendez compte à ce moment que c'est l'égocentrisme qui joue au niveau des choses. Et je suis désolé, monsieur Nka, vous êtes en train de vouloir recopier quelque chose que je vois faire dans les réseaux sociaux. Une sorte de terrorisme intellectuel qui aujourd'hui a banni un certain nombre de mots. Non, le terme tribalisme existe et c'est un terme que l'on peut utiliser. Le fait qu'une formation politique se colorie avec les membres de sa communauté à plus de 90%. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne doit pas dire ça parce qu'on aurait été tribaliste. Finalement, même, on a bien peur dans le contexte du Cameroun que les acteurs du tribalisme refusent que les autres parlent du tribalisme. En réalité. Non, mais professeur Claude Abbé, il n'est peut-être pas interdit de le dire. Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole. Il n'est peut-être pas interdit de le dire. Il n'est peut-être pas interdit de le dire. Mais ce qu'on ne comprendrait pas, c'est que vous ne fondiez pas votre déclaration, votre affirmation sur le moindre fait. Oui, c'est ça le problème. Là, justement, le parti dont il parlait, oui. où M. Kamtou était président, allez regarder dans l'ensemble de ces représentations. La composition sociologique est d'une seule communauté. Il y a quelques gens qu'on a saupoudrés là-dedans. Le dit n'est pas faire montre de tribalisme. Non. Laissez la parole à docteur. Il y a aujourd'hui une sorte de terrorisme. Dès que vous prononcez un mot, on dit non, vraiment, celui-là, il est dangereux. Non. Docteur Boni, vous faites, merci de me passer la parole. Je vais d'abord élaguer quelque chose que Meka, vous savez, vous êtes en communication politique, moi je ne suis pas ici en communication politique. Vous avez dit que je suis le disciple du professeur Alain Fogué. Je suis le disciple intellectuel du professeur Alain Fogué, je ne vais jamais le cacher. Je ne suis pas son otage. Quand vous faites vos batailles politiciennes, épargnez-moi de ça. Vous avez compris? Mon fils s'appelle Nka Fogué Alain. Vous ne pouvez pas me crêter de n'importe quoi à tout moment que je prends la parole. Et le prof, lorsqu'il parle de tribalisme, il y a des mots plus intelligents, vous-même vous le savez, prof, l'identité. L'identité est féconde. Et en sens politique que nous faisons un travail conséquent sur l'identité qui part dans chaque volonté, parce que l'objectif du pouvoir aujourd'hui, ou celui qui viendra demain, c'est d'éviter l'implosion. C'est de chercher à ce que tout le monde se sente camerounais. En cela, le mot qu'on utilise ici, heurte. Maintenant, on tourne autour du pot, peut-être sur la posture de Maurice Kamto. Nous, ça c'est un travail, vous savez, Boni, nos notes de conjoncture, nous ne sommes pas un journal. Nous ne sommes pas un quotidien. Nous faisons nos notes de conjoncture chaque trimestre. Le premier trimestre 2025, nous avons sorti cette note de conjoncture, avec pour titre un peu de mal pour plus de vertu. Un peu de mal, c'est que toute la société camerounaise comprenne en réalité, si on veut véritablement passer à autre chose, qui peut être l'alternance. On pouvait travailler pendant longtemps. Je suis contre les générations spontanées. L'environnement politique camerounais est complexe. Monsieur Bédigué, président du PAL, il a une posture aujourd'hui. Moi, je le suis. J'ai été directeur des rédactions du quotidien de l'économie. Il m'a envoyé ses tribunes, je les lisais. Il a l'épaisseur. Sauf qu'à un moment donné, en 2018, on a vu M. Bédigué avec l'eau, la peinture sombre qu'il a fait sur Paul Biya. Sombre, pour ne pas dire autre chose. Sombre, ça veut dire que je suis gentil avec mon père. 2018, vous l'avez soutenu. Oui, vous l'avez soutenu malgré la peinture sombre tout à l'heure sur le plateau. Sur qu'il ne respecte pas ceci, vous l'avez soutenu. Aujourd'hui, vous avez été logique avec vous-même en mettant une autre personne. Moi, je vous tire un coup de chapeau là-dessus. Non, vous avez tiré pas le positionnement de Bédigué si vous étiez candidat.
Je vous le dis, vous êtes mon père. Mais quand vous avez pris une autre personne, quand vous avez pris une autre personne, le pâle positionnement là change. Ça peut donner de l'espoir. Et maintenant, on est dans quel environnement? Vous êtes à la recherche d'un candidat consensuel. Nous, on a fait des suggestions. L'une d'elles consistait à mettre deux camps. Le camp des partis représentés dans les institutions, parmi lesquelles vous, conseillers municipaux, députés, vous faites votre consensus là-bas. Les autres non représentés qui aspirent là-bas contre la loi. Parce que tout parti qui n'a pas de conseiller municipal vient perturber ceux qui ont les conseillers municipaux. Il faut qu'on parte sur cette base. On n'a pas fait ça. Nous, on l'a proposé, c'est public, c'est sur YouTube. Maintenant, pour le cas M. Kamto, nous avons pensé concrètement à ce que Papa Dieudonné Essomba dit. Il ne faut pas que Kamto aille à cette élection. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas le nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est que lui-même, il pose un problème à lui d'abord. C'est un papa, il a 71 ans, mon père en a 73. Il pose un problème à lui-même d'abord. Il pose un problème au regard que les autres portent sur le potentiel président du Cameroun qui se dédie. J'ai archivé tous les discours qui se sont dits de 2016 à 2021 sur la crise anglophone. On en a fait un recueil de discours sur la crise anglophone. Lorsque je parcours ce qui a été dit par M. Kamto pour justifier ceci, je me pose la question d'où lui vient l'idée d'espérer se dédier et faire passer ça sur l'espace public. Son rôle, si vous vouliez le changement, s'il n'était pas ce que lui-même il avait dit, les chocs des égos, il serait l'arbitre de cette élection. L'arbitre de cette élection, imaginez, avec tout le potentiel, plus ou moins électoral, qu'il dit avoir, qu'il dit. Non, je suis un politologue, je pèse mes mots. Il dit avoir un potentiel électoral. S'il dit qu'il a ce potentiel, qu'il joue l'arbitre, qu'il s'allie derrière vous, les candidats, avec la possibilité d'aller directement aux élections sans passer par le contentieux. Pourquoi? Parce que le juridisme là, oui, le juridisme est la maladie de l'opposition au Cameroun. Les maîtres Tchungam, ils ont fait le travail que les maîtres Méli font aujourd'hui en 92, en 90. Il ne faut pas que la jeunesse sur Facebook pense que l'histoire du Cameroun commence en 2018 et je tiens à le rappeler. De toutes les élections présidentielles au Cameroun, la moins courue en termes de participation électorale est celle de 2018, alors qu'il y avait les réseaux sociaux. Ça veut dire que l'engouement et tout le brouhaha qu'on fait sur les réseaux sociaux crée un netizen nettoyant qui n'est pas un citizen citoyen. La preuve, la plupart de ces noms, vous savez, depuis le 6 novembre, je suis l'homme le plus insulté au Cameroun. Mandiang. Quand il vient m'insulter là, il m'insulte parce que j'ai dit ce qui est vrai. Ce qui est logique. Non, la différence c'est que... Nous, ça dure depuis 30 ans. Oui, non. Vous le faites quand vous passez sur la rue. Vous n'êtes pas sûr que le jeune d'aujourd'hui vous reconnaît. Moi, je suis un gars d'une génération qui a été heurté. Vous voyez tout à l'heure avec mon papa Dieudonné Essomba.